outils de différenciation à l'ère du digital. Telle est la conversation, le thème de la conversation que nous allons avoir avec Thaïssa Thierry Chavez de Y Coaching et Consulting. Bonjour Thaïssa. Bonjour Victoria, comment vas-tu? Très très bien. Alors première question, les entreprises qui doivent intégrer de nouvelles compétences, que doivent-elles faire? Engager si elles ont les ressources ou former si elles ont le temps? Que préconises-tu? Alors si on parle plus des compétences digitales qui sont plus de l'ordre de mon domaine, mais aussi je suis coach certifié, donc la partie carrière compétences est plus large, mais en tout cas les compétences digitales, une erreur pour moi classique aujourd'hui est de vouloir absolument externaliser et aller chercher à l'extérieur ce que en fait on pourrait avoir à l'intérieur. Et plutôt que de former les personnes à l'intérieur, c'est vrai que c'est un peu plus coûteux, ça prend un peu plus de temps, un peu plus de résistance. On pense de manière structurelle à recruter à l'externe. Or, il faudrait que ce soit uniquement de manière conjoncturelle en fonction de certains besoins spécifiques et ou de certains talents externes, mais avec des compétences vraiment très spécifiques qu'on veut pouvoir créer en interne, comme par exemple faire un pôle spécifique, un département, et ça, c'est vraiment différent. Donc, pour répondre à ta question, à l'interne. Alors, prenons le cas où on doit engager parce qu'on n'a pas les ressources ou disons on n'a pas assez de gens à l'interne pour pouvoir justement arriver sur ces nouvelles compétences. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas créer une fracture numérique et aussi générationnelle qui peut être aussi une source de problèmes en deuxième étape insoupçonnée dans une entreprise? Alors, si on regarde aussi de nouveau les compétences digitales, les vraies compétences digitales du futur et celles même du présent sont vraiment des compétences humaines et interpersonnelles et managériales, on va dire classiques. En revanche, dans tout ce qui est leadership digital et culture digitale, c'est des choses qu'on va accentuer, c'est la pensée critique, l'analyse, comment pouvoir en fait comprendre les données, toutes ces compétences que des managers savaient déjà faire. Ce qui change aujourd'hui, c'est la vélocité, le rythme avec lequel il faut acquérir des nouvelles compétences, ou en tout cas beaucoup plus de veille au niveau technologique. Donc cette fracture générationnelle dont tu parles, elle peut exister, mais si on met en place un cadre de gestion du changement qui est progressif et qui aussi valorise les talents internes et qui leur permet de réfléchir en termes de compétences transférables, le passage se fait beaucoup plus en douceur. Et puis, si on regarde aussi les forces qui viennent de l'externe et qui sont donc intégrées en interne, c'est comment on peut valoriser à la fois les personnes en interne qui, elles, ont le capital savoir de l'entreprise, l'expertise, l'ADN, les valeurs, tout l'historique, et comment ces personnes qui ramènent une compétence spécifique, j'utilise beaucoup le mot spécifique parce que, effectivement, dans les cas précis où on a besoin de ces compétences et de les faire venir en interne, ce n'est pas un problème. Mais il faut absolument qu'on ne néglige pas tout l'historique, le parcours de l'entreprise, d'où elle vient, où elle est et où elle va, pour que le plan d'acquisition de compétences et le plan de développement des carrières, en interne comme pour ceux qui intègrent, se fasse de manière beaucoup plus homogène et progressive. Mais concrètement, ça veut dire qu'il y aura des séminaires à l'intérieur, enfin je veux dire dans l'entreprise où on va réunir ces deux types de compétences, ceux qui connaissent l'entreprise et ceux qui connaissent le digital, ou est-ce qu'on doit le laisser faire, enfin ça doit être un laisser faire organique qui permet par friction finalement tout le monde apprendre tout le monde? Alors ça, bon, on a vu que ça marchait pas forcément comme ça, parce que tout le monde se refile le bébé et dit ce n'est pas ma responsabilité, ou à contrario, tout le monde dit que c'est la responsabilité du département marketing, IT, s'il y en a, parce qu'il n'y a pas toujours d'ailleurs, très souvent il y a l'IT, mais même pas encore des entreprises aujourd'hui, il y a un département marketing digital. Donc le laisser faire n'est pas une bonne idée. Laisser faire est une bonne idée dans une première étape, on va dire, dans la gestion du changement, on observe comment les gens se comportent naturellement. Et il peut y avoir des belles choses et des belles surprises, même des actions qui sont déjà entreprises. Donc concrètement, parce que tu me demandes concrètement, il y a des gens qui ont des affinités, par exemple, avec le digital. Et moi, j'ai mis en place un programme qui s'appelle Digital Boarding. On va identifier les talents, mais pas uniquement au sein des départements marketing ou IT. C'est dans toute l'entreprise. Je les appelle les catalyseurs digitaux. Alors, c'est plus sympa en anglais, digital catalysts. Et le but de ça, c'est de pouvoir leur dire, vous avez l'expertise métier et entreprise, à vous, en ayant bien sûr une formation et puis en repérant les personnes qui ont ces affinités et ces compétences pures et dures ou transférables, comment vous pouvez faire des retours métiers
est beaucoup plus concret justement sur qu'est-ce qui marche ou pas. Parce qu'il y a certaines technologies qui vont être plus adaptées à certains départements, donc que ce soit du front ou du back office, et d'autres types d'approches, notamment on a parlé d'agilité un peu au début de cette interview, et certains départements, pour eux, l'agilité, ça sera quelque chose qui sera difficile à mettre en place parce qu'ils sont pas encore à ce stade-là de la transformation digitale. Donc, il faut vraiment adapter et pouvoir observer les forces en interne. Alors, la spécialisation induite par la complexité des outils permet-elle une mobilité au sein de l'entreprise sur du long terme? Parce qu'on voit que les nouveaux entrants ou ceux qui sont formés à des technologies sont très vite confrontés au fait que ces technologies ou ces outils sont tout de suite dépassés. Il faut continuer à se former constamment. Donc, est-ce qu'on doit après cantonner les gens à un type de problématique ou finalement on doit réussir à pouvoir, celui qui s'occupera, je sais pas, de l'acquisition de leads pourra passer aussi sur une problématique plus de branding ou plus de SEO. Comment est-ce qu'on peut passer d'un thème à l'autre sans s'enfermer dans la spécialisation? Ouais, justement, alors après, je suis assez fan de tout ce qui est recherche sur les nouvelles modalités d'éducation. Et si tu prends des pays, par exemple, comme la Suède, et tu vas me dire, mais pourquoi elle me parle de la Suède? C'est parce que là, par exemple, on étudie de manière transversale. Ça veut dire ils ont essayé de ne plus se concentrer uniquement sur une matière, mais on a un problème, un potentiel, un projet à gérer et comment on va utiliser les différentes compétences. Et c'est ça qui va permettre l'agilité et l'innovation dans l'entreprise. C'est que il y a plusieurs façons d'aborder cette agilité, cet apprentissage des compétences sans que ça devienne le grand n'importe quoi dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment à se capitaliser sur les forces les compétences existantes des personnes et par type de projet, on va aller piocher dans ces différentes compétences. Je sais pas si ça te parle, ce que je te dis. Tout à fait, ça me parle tout à fait et ça m'amène aussi à l'horizontalisation du travail. On voit effectivement dans cette agilité que le travail par projet est très valorisé aujourd'hui. On demande aux gens de travailler dans des petites équipes, on parle de plus en plus d'allocratie, l'agilité devient le maître mot de toute la construction digitale. Or, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi évident que ça et que dans des structures qui étaient très, très verticales, à créer de l'horizontalité et puis créer des projets, une vie par projet et recommencer tout le temps, ça génère beaucoup de stress. Alors, toi, en tant que coach, tu as reçu des gens qui, je pense, vivaient ces changements comme une souffrance et comme une difficulté. Alors, peut-être explique-nous un petit peu, qu'on comprenne pourquoi, pour certains, c'est si compliqué d'appréhender cette agilité et comment est-ce qu'on peut les rassurer et leur faire comprendre que finalement le travail par projet c'est peut-être plus intéressant que avoir un travail répétitif. Alors c'est vrai, c'est pas vrai. Il y a plein de choses. Je voudrais te donner une réponse qui est simple, mais ce n'est pas simple comme sujet. Dire que pour moi c'est la responsabilité avant tout de l'entreprise. Ce n'est pas en fait aux employés de tout le temps vouloir s'adapter. Il y a un facteur, et j'en parle assez souvent dans des conférences, c'est toute la partie performance. Ça veut dire que le digital, entre guillemets, aurait dû emmener plus de bien-être pour les employés, puisque si on en leur enlève une partie des tâches qui sont pénibles, que ce soit physique, émotionnelle, intellectuelle, qu'est-ce qui reste du temps libre? Au lieu d'utiliser ce temps libre pour l'innovation, la création, le bien-être, vraiment de manière durable dans l'entreprise, on utilise ce temps pour beaucoup plus pousser la productivité et la performance. Donc le stress qui est continu, et on voit de plus en plus de gens qui sont en burn-out, et encore plus dans le contexte de remote working, work from home. Tout le monde dit que c'est bien, sauf qu'on est beaucoup plus connecté qu'avant. Et donc, si on revient au sujet de l'agilité, on demande aux gens d'être agiles. Pour moi, l'agilité est un mythe. J'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet, et notamment dans tout ce qui est leadership et culture digitale. L'agilité est un mythe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les hommes qui doivent être agiles, mais l'environnement, l'infrastructure et les machines qui doivent pouvoir être agiles. Et dans l'ère de l'intelligence artificielle, ce n'est pas en fait un si grand challenge que ça. Donc c'est plus la culture et l'état d'esprit des dirigeants et de ce qu'on veut mettre en place et ne pas penser uniquement en court terme, mais à moyen terme et à long terme. Comment on accompagne les collaborateurs pour qu'ils soient pas à flux tendu en permanence.
parce que ça c'est l'autre versant et je conclurai peut-être là-dessus, c'est que l'agilité emmène ce côté, il faut tout le temps être connecté, tout le temps à flux tendu, tout le temps performer, et aussi l'inquiétude de se dire la machine va être plus performante que moi, même si c'est en fond de pensée, et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir être performant. Donc c'est des vrais sujets aujourd'hui. Et beaucoup de clients, que ce soit en exécutif des entreprises ou en coaching de carrière, c'est une question qui revient très souvent. Donc, merci de me l'avoir posée. Deux termes, et tu me dis, est-ce qu'ils sont synonymes, innovation et créativité? Est-ce que c'est la même chose ou c'est parce que tout repose là-dessus, vu qu'on a tellement valorisé la créativité. Est-ce que la créativité est porteuse d'innovation? Oh là, c'est une bonne question. Alors, je m'érigerai pas en experte ni d'innovation ni de créativité. Je pense que en ayant donné aussi pareil des ateliers, des conférences là-dessus, en tout cas l'innovation, elle est peut-être plus simple à atteindre que ce qu'on pense. Innover, ça veut pas dire absolument tout changer. Et dans ce sens-là, en fait, effectivement, c'est corrélé à la créativité. La créativité, pour moi, est dans le sens de la prise de risque. Comme on dit à même cause, même effet, si tu essayes toujours les mêmes choses, tu vas toujours avoir les mêmes résultats. Et l'autre partie de ça, c'est aussi, si tu essayes de nouvelles choses, il y a une partie itération et une partie aussi, à partir de quand on constate que, de manière, on va dire, un peu plus empirique, et là où est la difficulté, parce qu'on est justement dans des environnements très rapides et très agiles. Donc, pour encourager l'innovation, il y a deux façons de faire. Enfin, il y a plusieurs façons de faire, mais il y en a une qui marche très bien, c'est réfléchir par l'absurde. Ça veut dire que on se donne des objectifs qu'on sait qu'on pourra jamais atteindre. Par exemple, augmenter le chiffre d'affaires de 50% pour certaines entreprises, c'est pas possible puisque elles ont été sur un trend, par exemple, de 2 à 3%. Et donc, comment on atteindrait ça? Qu'est-ce qu'on devrait faire de complètement nouveau? Et ça enlève toutes les barrières que les gens se mettent, parce que si tu mets des objectifs qui sont comparables aux objectifs, on va dire, classiques, les gens vont dire oui, mais ça on peut pas. Ah, mais pourquoi on changerait ça? Alors que si tu mets des objectifs irréalistes, voilà, on va vers là. La deuxième approche, par exemple, pour l'innovation, ça serait aussi de se dire, si on analyse, on va dire en moyenne, les actions qu'on peut faire sur un mois donné, par exemple, par rapport à tout ce qui est production, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans ça qui aurait pas trop de conséquences, parce qu'il y a cette phase de test and learn qui ne coûterait pas trop cher et qui pourrait avoir des effets différents, que ce soit sur le mood des personnes, que ce soit sur les résultats concrets de l'entreprise. Donc voilà. Une des clés pour rester à jour dans l'entreprise et disons avoir une chance d'y rester, parce que finalement l'entreprise ça se mérite aujourd'hui. Hein. Une place de salarié c'est quelque chose qui a une valeur. Si tu n'es pas salarié, tu vas être indépendant et donc tu vas devoir dépendre de tous tes talents. Donc c'est aussi plus compliqué. On a un petit peu mis en parallèle ces deux approches. Hein. Donc la formation continue est la clé. Alors que penses-tu comment une entreprise, quelle politique devrait avoir une entreprise par rapport à la formation continue? Est-ce qu'elle est du ressort de l'entreprise? Là, tu l'as un peu abordé, mais le collaborateur aussi doit avoir sa propre stratégie de formation continue. Alors, écoute, je vais te donner l'exemple qui était très familier de Women in Digital Switzerland, que j'ai fondé il y a presque 7 ans de ça, et tu étais acteur dans cette création. Pourquoi ça a été aussi créé? C'est parce que si on compte sur l'entreprise pour pouvoir nous donner les clés de la formation, ça ne se passe pas. C'est-à-dire que quand on regarde au niveau des statistiques, au moins 56% des employés désirent que ce soit l'entreprise qui donne le cadre, la structure, le budget, les ressources. Donc, il y a des entreprises qui font ça, qui vont pouvoir allouer un budget. Sauf que, au lieu d'allouer un budget qui va être réparti en continu sur toute l'année, et même mieux que ça, hein, ce n'est pas du budget, c'est du temps. C'est-à-dire que le temps pour la formation continue, c'est ce qui manque, parce qu'on n'a jamais le temps de pouvoir se former. Donc, si on attend que ce soit son employeur qui fasse ça, franchement, on progressera beaucoup moins vite. Donc, il faut une certaine curiosité. En fait, c'est l'état d'esprit digital. C'est quoi? C'est une curiosité. C'est de pouvoir aussi absorber les informations qu'on a. C'est prendre du recul par rapport à tout ce qu'il y a comme nouveautés technologiques. Tu parlais d'agilité. Il y a plein de formations sur l'agilité, design thinking, toutes ces méthodes-là. Il faut prendre un peu de recul et se dire déjà, premier filtre, qu'est-ce que j'aime?
deuxième filtre, c'est est-ce qu'effectivement il y a les ressources dans mon entreprise pour pouvoir m'aider? Est-ce que troisième, je vais oser demander du temps, demander du budget. Est-ce que je vois aussi que cette formation peut aider d'autres? Donc, ça, c'est plus facile de le demander à plusieurs. Et puis, s'il y a rien de tout ça qui se passe et où ça se passe, mais pas assez vite à notre goût, à ce moment-là, je conseille vraiment de s'orienter soit vers des cours en ligne, il y en a plein avec Coursera et autres, et LinkedIn Learning, et ou aller intégrer des groupes, que ce soit des meet-up, que ce soit des groupes sur LinkedIn, pour pouvoir se former en continu. Et c'est vraiment mieux la théorie des petits pas, ça veut dire de faire régulièrement que plutôt aller 1 ou 2 formations dans l'année parce qu'on va être déconnecté forcément. Donc dans ça, on va dire à minima faire de la veille, ça veut dire lire régulièrement, que ce soit sur un LinkedIn, que ce soit sur un social media examiner, peu importe votre source, mais de lire régulièrement pour pouvoir entraîner cette agilité. Oui, ça c'est très important, effectivement, parce que, mais comment tu peux mettre en avant ce savoir lorsque tu vas chercher un autre job et que tu as lu plein de choses, plein d'articles, tu n'as pas un diplôme, tu n'as pas quelque chose qui peut le valoriser. En même temps, je peux comprendre, et tu as raison, il faut continuer à se former soi-même, mais il y a beaucoup de ces formations qui donnent soit un certificat, soit une petite reconnaissance, mais disons, ça n'a pas valeur d'un diplôme qui après est lui utilisé pour marchandiser ton niveau. Donc, comment tu fais? Parce que là, à mon avis, il y a une espèce de vide qui n'est pas comblé et qui crée aussi beaucoup de stress, non? Alors, je vais te dire, il faut être malin, ok? Il faut être malin et observer. Ça veut dire qu'en fonction de où tu vas, je prends mon exemple personnel. Quand je suis arrivée en Suisse, il y a plus d'une dizaine d'années, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient formés dans les médias sociaux. Il n'y avait pas beaucoup de formations en ligne. J'ai regardé, j'ai vu Social Media Examiner et eux, ils faisaient des conférences en ligne. Il y avait déjà beaucoup de gens, notamment aux États-Unis. Et du coup, j'ai fait des diplômes. J'ai eu des très bonnes notes. Après, il faut voir ce truc. Et j'ai montré ces diplômes, c'est suffisant. Les gens, ils ont besoin d'un papier, c'est vrai. Mais de là, il a fallu que je recherche un travail sans avoir forcément l'expérience. Et c'est un cercle vicieux, si tu veux. Alors que ce soit rechercher un travail ou pouvoir développer une compétence. Et il n'y a rien de mieux que d'essayer soi-même. Ça veut dire quoi? Par exemple, moi, je me suis intégrée dans l'équipe médias sociaux d'une organisation internationale en tant que bénévole. Et je suis devenue après vice-président médias sociaux. L'autre chose à faire, c'est par exemple faire son blog. Okay, commencer à écrire, ou notamment, par exemple, sur Twitter, écrire des choses sur le sujet en question. Donc, même si tu fais pas concrètement dans une entreprise, tu démontres ton savoir. C'est participer aussi, Victoria, à des conversations sur le sujet. Par exemple, faire partie, pareil, des groupes sur LinkedIn ou autres, pour montrer ton expertise. Oui, c'est vrai qu'un diplôme, ça tend à être bien, mais il y a tellement de diplômes. Il y a tellement de diplômes qui valent rien. Alors, tu peux toujours avoir le Harvard X, les choses comme ça, mais tout ça, c'est du vent. Il faut être malin. T'en fais 1 ou 2, ok? Et puis, c'est bon, tu les as sur ton LinkedIn et tout le monde est content. Voilà. Voilà, je vois bien, mais toi, tu es arrivé en Suisse et en Suisse, il y a cette peur de l'échec et il n'y a pas cette culture de la deuxième chance. Alors, comment on peut réussir à faire comprendre dans un monde où on est dans de l'A/B testing, où finalement rien n'est fini, on est tout le temps en process et en évolution, que finalement, bah, comme tu dis, on teste, on n'a peut-être pas toutes les compétences, mais on peut y aller. Il y a surtout beaucoup de femmes qui sont très bloquées par cette approche. Elles disent, mon Dieu, je suis déjà un imposteur, si en plus je ne sais pas le faire à 200%, je ne pourrai jamais me présenter. Donc comment passer cette barrière et se dire que finalement on apprend en faisant et que ce n'est pas grave? Écoute, c'est difficile comme question. Je sais pas si tu me dis de donner des conseils aux Suisses ou aux Suissesses et je vais avoir des problèmes parce que je suis pas à la bonne place pour ça. Mais c'est vrai que, écoute, c'est l'essence même de la culture digitale. Et je ressors ce mot, mais la culture digitale, c'est essayer, c'est se planter, essayer de faire en sorte que c'est fail and fail fast et de pas avoir trop en fait de conséquences derrière. Moi, c'est ma nature. Après, tu parles des femmes et là, pareil, hein, sans catégoriser. C'est vrai que tu prends les femmes, elles vont attendre qu'elles aient au moins 90% des compétences, allez 80% des compétences pour pouvoir postuler. Moi, je dis aujourd'hui, et c'est vraiment ce que j'encourage les gens à faire, c'est que vous avez le potentiel et aujourd'hui, il y a telle compétence qu'on vous demande, et cette compétence demain, elle sera plus là. Donc, il faut pas réfléchir en termes de j'ai pas cette compétence, donc je suis pas et je suis nulle. C'est qu'est-ce que j'ai comme compétence. Et aujourd'hui encore, j'ai échangé avec quelqu'un, je lui ai dit écoute, fais la liste des 10 compétences majeures que tu as, que ce soit les soft et hard skills, et concentre-toi là-dessus et vois comment tu peux
trouver le chemin de la compétence transférable vers d'autres compétences que tu veux acquérir. Ou comment, en combinant ces compétences-là, tu peux acquérir beaucoup plus facilement cette autre compétence que tu recherches. Et il n'y a pas en fait de réussir ou de rater, il y a juste en fait la progression dans le chemin. Donc c'est un état d'esprit, hein, il faut le cultiver. Absolument. Alors pour finir, on peut dire que finalement les compétences métiers, c'est ce qui est la base, et que le digital, ce ne sont que des outils, et les outils, on les maîtrise. C'est pas si grave. Je ne sais pas si on peut se dire ça, mais c'est vrai que, en fait, aujourd'hui, pour moi, et des compétences clés, c'est qu'il y a tellement de données, de data qui sort. C'est comment c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Why. C'est comment tu prends du recul et tu te dis, au final, qu'est-ce que je recherche? Parce que si tu commences à aller dans les plateformes et dans les chiffres et les outils technologiques, tu perds le sens de ce que tu venais chercher et surtout ce que tu veux atteindre. Donc, commencez par là, ça c'est la première chose, et puis après, voyez quels sont les outils qui sont adaptés. Et troisième, peut-être, ce serait comment je peux être le plus indépendant possible dans l'utilisation de ces outils. Voilà, il y a une question de célérité aussi, de vitesse à laquelle tu vas pouvoir transformer, parce qu'on dit aujourd'hui que tout va très vite. Donc, le temps que t'as compris comment fonctionne un outil, si tu utilises pas tes ressources propres internes, c'est déjà passé à la prochaine technologie, donc t'as loupé le coche, quoi. Exact. Bah, écoute, Taïssa, merci. Rire. Oui, ça me fait rire parce que je connais le problème. Mais c'est aussi, c'est aussi le challenge. Mais effectivement, il faut aimer. Il faut aimer. Et il ne faut pas se laisser dominer par les outils. Les outils sont faits pour être utilisés, c'est tout. Mais je pense qu'effectivement, c'est la façon dont on regarde. Pardon. Non, non. Vas-y. Non, pardon, excuse-moi de t'interrompre, j'ai pensé à quelque chose et que je dis aussi aux personnes, non seulement que j'accompagne, mais autour de moi, c'est un jeu tout ça. C'est un jeu, ça veut dire que on est un numéro, on est un matricule sur l'ensemble des entreprises et sur la terre-mère, et en fait tout ça est un jeu. Donc il faut prendre du recul et pas se prendre au sérieux. Donc demain cette compétence, aujourd'hui une autre. Tout ça est un jeu. Le savoir et le faire ne nous définissent pas. Donc voilà, c'est un peu plus philosophique comme conclusion, mais voilà comment je voudrais terminer. Bah, c'est parfait, c'est un très beau mot de la fin. Merci Taïssa, à tout bientôt. Merci à Au toi, revoir. à très bientôt. Au revoir.